Ok. Ah, il y a un détail que je devais regarder. Super, c'est bon. Il faut que je regarde une information. Le temps que Facebook constitue ce qui. Voilà. C'est mon panel. Est-ce qu'il est là? Non, c'est des jumeaux. Bonsoir à tous. Est-ce que le titre. Super. Bonsoir, chers amis. Seconde, j'essaie de retrouver juste un petit détail qui sera très utile dans notre discussion. Alors, aujourd'hui, on va échanger sur la question tribale. J'ai commencé par quelque chose ce soir. Je me suis un peu amusé à regarder CNN et je me suis rendu compte que au cours de l'élection du président de la Chambre des représentants, ce qui est un peu comme l'Assemblée nationale au Cameroun, il y avait des Noirs qui dirigeaient les travaux. Et il y avait des Noirs qui étaient présents et qui avaient leur voix. Vous êtes nombreux à connaître, pour beaucoup, le problème racial aux États-Unis. La difficulté qu'ont régulièrement les minorités, qu'elles soient noires, qu'elles soient arabes, qu'elles soient hispaniques, qu'elles soient indiennes, à s'intégrer dans la société américaine, qui historiquement est une société, on va dire, blanche. Pas parce que les blancs sont les propriétaires des États-Unis, ce sont juste des colonisateurs, entre guillemets, parce qu'ils ont quitté l'Europe pour s'installer, occuper les terres en Amérique et par là refouler les Indiens, comme vous le savez très bien, mais principalement parce que ce sont des Blancs qui, pendant des décennies, des, des siècles, ont tenu le pouvoir aux États-Unis et elles ont donc marginalisé de nombreuses communautés, y compris les communautés qui avaient été importées, notamment la communauté noire. Mais vous-même, vous voyez qu'aux États-Unis, le débat racial, il est présent. On le pose. On le pose parce que la vie dans la société n'est pas toujours une paix permanente. La paix, ça se construit. Et les relations humaines, le plus interhumaines, autant pour moi, sont régulièrement conflictuelles dans des communautés parce que elles partagent des intérêts divergents ou elles sont en quête des ressources, peuvent être en conflit. Dès lors, poser un problème racial n'est pas un problème dans une société qui veut avancer. C'est la raison pour laquelle je transpose cette réflexion pour vous dire que parler du problème tribal au Cameroun n'est pas mauvais. Il faut qu'il soit adressé parce que ce sont des réalités auxquelles nous faisons face tous les jours. Beaucoup d'entre vous qui faites des concours ou qui ont fait des concours, vous avez été marqués par le fait que sur des listes des résultats, notamment dans des concours qui donnent accès principalement à ce qu'on peut appeler les fonctions régaliennes, notamment les MIA, notamment la police, ou encore l'ENAM, ou encore l'IRIC. On remarque la présence d'individus appartenant à certaines communautés. Donc ça, c'était par exemple un fait. Donc dans ce sillage, on ne peut pas penser qu'il n'y a pas de problème, ou encore d'autres qui se sont rendus dans des services et avec leurs camarades ou leurs collègues se sont retrouvés dans des situations où ils n'ont pas pu être servis, mais leur frère, leur ami ou leur collègue a été servi parce que celui qui justement occupe la fonction a choisi d'abord celui qui d'après lui appartenait à son aire géographique. Donc cette question tribale, en fait, peut être comme la question raciale,
qu'on pose chez les Blancs. Donc, en soi, c'est pas un problème de débattre de ce type de problématique. Au contraire, plus nous allons avoir le courage de poser les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre pays, plus nous aurons le courage d'adresser les questions de vivre ensemble, donc il faille intégrer la question tribale, plus nous pourrons ensemble travailler à construire une société meilleure. Donc, il ne faut pas toujours que les gens perçoivent tout débat autour de la problématique de la tribu ou de l'ethnicité sous le prisme conflictuel. Au contraire, ce sont ceux qui refusent que ce type de problème soit débattu. Ce sont ceux qui refusent que nous abordions ce type de problématiques qui sont plutôt dangereux dans la construction du vivre ensemble. Il y a un discours qui a tendance à dire qu'au Cameroun, il y a deux catégories, celle des riches et celle des pauvres. Oui, ça c'est une analyse économique tirée des travaux de Marx, Karl Marx, qui aborde justement les problèmes dans une société à partir du prisme économique. Mais le biais qu'on a toujours fait à l'analyse de Karl Marx, c'est le fait qu'elle ne prenait pas en compte les réalités socioculturelles, les réalités locales, les réalités historiques, notamment la question tribale et la question identitaire. Et il faut savoir que d'un point de vue historique, nous n'avons pas été construits, notamment les sociétés africaines n'ont pas été construites comme des sociétés où les communautés pouvaient être hétérogènes, où les communautés partageaient un certain type de valeurs, partageaient une histoire ou avec une certaine unicité sur le plan culturel. La colonisation a travaillé à créer des sociétés dans lesquelles les groupes ethniques ou les grands groupes identitaires se regardent en chien de faïence. Donc, dans cette démarche, donc, l'héritage que nous avons eu, qui est l'héritage colonial, est un héritage où les ennemis sont non seulement en quête permanente pour la conquête et la consolidation du pouvoir, mais également se regardent comme étant des potentiels adversaires. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, vous allez très bien comprendre que dans la lutte, par exemple, pour l'indépendance nationale, on a eu le parti historique, l'UPC, créé en 1948, qui portait les valeurs d'une lutte globale, d'une lutte pour toutes les communautés, qu'elles soient originaires du Grand Nord, du Grand Sud, de l'Est, de l'Ouest et autres. Mais le travail du colon, notamment le colon français, a été de faire croire que le projet colonial, le projet d'indépendance au Cameroun était porté par les Bassa, simplement parce qu'il y a un Bassa, notamment Ruben Ouniobe, qui était à la tête de l'UPC, ce qui n'était pas vrai parce que l'UPC était un parti nationaliste qui regroupait toutes les composantes ethniques du Cameroun. Donc, on a toujours en fait ce problème, cette résurgence de ces qualifications lorsque des Camerounais qui peuvent être de tous les horizons se regroupent pour porter un projet. Vous l'avez eu en 90, vous l'avez aujourd'hui avec Maurice Kamto, où on essaye toujours en réalité d'enfermer des acteurs ou des individus qui se battent pour des causes globales autour de l'ethnie. Donc c'est un vieux réflexe, un réflexe qui existe et un réflexe qui ne peut pas nous empêcher de ne pas poser le débat de fond aujourd'hui. L'introduction que j'ai formulée, c'était le sujet de Franck Biya. Il y a déjà une chose que les uns et les autres doivent savoir. Ce n'est pas un jeu lorsqu'on parle d'une succession de gré à gré ou lorsqu'on évoque l'hypothèse de Franck Biya. Ce n'est pas un jeu parce que il faut déjà faire un tour déjà à l'échelle sous-régionale. Lorsque vous essayez d'analyser la configuration sous-régionale et les pouvoirs, comment les pouvoirs se sont organisés depuis quelques années ou s'organisent dans le contrôle de l'État, des institutions et des ressources, vous remarquerez très bien que on assiste depuis bientôt 10 ans à ce qu'on pourrait appeler le retour des successions dynastiques.
On sait par exemple au Congo, déjà, il y a Denis Sassou Nguesso qui est visiblement en passe de remplacer son père. Il occupe des fonctions prééminentes au sein du gouvernement congolais. On a en Guinée équatoriale, on a le fils Obiangema qui a été même pressenti pour être candidat aux dernières élections présidentielles, mais qui est vraisemblablement déjà à la tête du parti et qui contrôle les institutions, du moins une bonne partie, et notamment les principaux piliers du pouvoir et des institutions depuis plusieurs années. On a assisté au Tchad à cette succession dynastique avec Mahamat Déby, qui est là aujourd'hui au pouvoir et qui a été adoubé par, par Paris. Et on a au Gabon le fils Ali Bongo qui est là et qui est là depuis 2008 et notamment il y a cette petite histoire qui fait état du fait que l'une des dernières volontés du père Bongo, Omar Bongo, était que monsieur le président Biya, autant pour moi, puisse l'aider à installer son fils à Libreville. C'est la raison pour laquelle vous avez des informations parfois qui ont fuité sur lesquelles, au-delà des parachutistes français ou des troupes françaises qui étaient à Libreville en 2009, il y a eu des troupes camerounaises qui ont été là pour imposer Ali Bongo. Donc, dans cette configuration géopolitique déjà à l'échelle sous-régionale, vous vous rendez très bien compte que ce ne serait pas un hasard que Biya envisage placer son fils à la tête du pouvoir. Donc, il faut vraiment être soit naïf, et très naïf, soit inconséquent, soit avoir une méconnaissance criarde de ce qu'est la politique et comment fonctionnent en réalité les mécanismes institutionnels de reproduction des élites en Afrique centrale, principalement, pour ne pas envisager l'hypothèse Franck Biya. Donc, pour ceux qui pensent que c'est un jeu de poser ce débat, non, c'est pas un jeu. Et vous observerez que ce ne sont pas des personnes lambda qui évoquent déjà l'hypothèse Franck Biya à la tête de l'État du Cameroun. Mais au-delà de cette configuration géopolitique, il y a un problème qui se pose même à l'intérieur du système. Le problème qui se pose à l'intérieur du système sera celui de qui peut garantir la perpétuation d'un système. Parce que l'erreur que les forces de l'opposition ont faite pendant longtemps, heureusement que Camto donne le sentiment de l'avoir bien étudié, de l'avoir bien compris, de l'avoir bien analysé et de développer des stratégies d'adversité. Donc, l'erreur que les forces politiques du changement ont longtemps fait, c'est de penser que ceux qui sont en face ne pensent pas. C'est une erreur. Autant vous pensez aux manifestations, autant vous pensez aux stratégies pour allier la communauté internationale à vos causes. Autant vous pensez aux mobilisations, autant ces gens pensent également comment soit vous neutraliser physiquement, soit vous corrompre, mais également à se maintenir au pouvoir. Parce que comme on dit souvent de manière triviale, la compétition politique est faite pour conquérir et conserver. Donc, ceux qui ont le pouvoir à un moment donné n'envisagent pas de céder. Parce que le pouvoir va avec beaucoup de choses, va avec le prestige. Et imaginez-vous ces ministres quand ils sortent, regardez très bien comment quand ils se rendent dans les villages, regardez toute la mobilisation, regardez la densité festive qui est donnée à ces événements, regardez toute la différence auquel on assiste. Vous voyez très bien que le pouvoir a quelque chose d'attractif. Le pouvoir a quelque chose qu'on peut lâcher difficilement. Il est séduisant en réalité. Il a une beauté, il a une très grande force d'attirance. Donc, pour ceux qui goûtent au pouvoir ou qui goûtent au plaisir du pouvoir, au plaisir de l'autorité, c'est-à-dire que regardez ces gens qui, du jour au lendemain, peuvent se lever
Vous avez raison sur votre terrain, mais parce qu'ils connaissent un magistrat, ils connaissent un colonel de gendarmerie ou ils connaissent un policier, on vous dépossède de votre terrain. Et vous pleurez, mais personne ne vous aide. Même pas le préfet, même pas le ministre. Et regardez ces gens qui peuvent se lever du jour au lendemain, ils débarquent dans votre boutique, ramassent tout, prennent tout et partent. Ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas inquiétés. C'est ça l'attrait du pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose de magique. Et il est donc difficile parfois pour ceux qui contrôlent les affaires, ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont au pouvoir, d'abandonner le pouvoir. Donc, pour revenir à Franck Biya, quand vous comprenez donc ça, le problème aujourd'hui auquel le régime Biya est confronté, mais ce n'est pas seulement le régime Biya, c'est en réalité l'une des difficultés auxquelles font face régulièrement tous les pouvoirs qui s'éternisent. C'est qu'au sein de ces pouvoirs qui s'éternisent, vous avez des clans, vous avez des groupuscules qui peuvent reposer sur les sous-clans ethniques, qui peuvent reposer sur des réseaux ésotériques, qui peuvent reposer sur des réseaux internationaux, qui s'organisent au sein d'un même appareil, qui accumulent suffisamment d'argent et qui se préparent pour la bataille de l'avenir. Donc, la bataille de la conquête et la conservation du pouvoir. Donc, vous avez donc régulièrement ce type de configuration au sein des régimes qui s'éternisent. Le régime de M. Biya a fait plus de 40 ans, donc il est clair et évident que nous avons plusieurs clans qui se battent au cœur du pouvoir. On sait par exemple qu'il y a déjà le clan Congo, on sait qu'il y a le clan du ministre des Finances, on sait qu'il y a le clan ESSO, et il y a même d'autres clans au sein du pouvoir dont on n'en parle pas, mais qui s'organisent. Il y a également des gens dans l'armée qui y pensent, qu'on le veuille ou non, il y a des gens dans l'armée qui y pensent. Et c'est ça le problème, ce n'est pas seulement une réalité camerounaise, c'est une réalité qu'on a observée ailleurs. Donc dans cette configuration, à un moment donné, il faudrait que le système trouve un élément unificateur. Le système puisse trouver quelqu'un qui peut rassembler, quelqu'un qui peut à la fois garantir leurs intérêts, protéger leurs intérêts, mais également garantir leur suivi. Et dans cette configuration, il est clair que l'élément Franck Biya est un élément à prendre au sérieux. C'est pourquoi c'est quelqu'un qui est prédisposé à incarner au sein du parti au pouvoir ou au sein de l'establishment actuel la succession de M. Biya. Donc, vu sous ces deux angles, il serait vraiment carrément naïf de croire que parler de Franck Biya, c'est un jeu. Mais maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans le subconscient de ces gens, dans le subconscient de ceux qui nous gouvernent, parce que le pouvoir, d'après eux, repose principalement sur l'ennemi, l'équation Franck Biya est également une équation du clan Betty Boulou. Pour qu'il y ait d'abord une clarification d'un point de vue anthropologique. Les Boulous, c'est une ethnie. Les Betty, c'est plusieurs ethnies, tout comme nous sommes les Boulous, il y a plusieurs ethnies. Mais il y a ce qu'on appelle le grand groupe Fang Betty Boulou. Et qu'on le veuille ou non, c'est ce grand groupe Fang Betty Boulou qui est derrière Biya d'un point de vue anthropologique et nominal. Je ne parle pas de la population, ça c'est autre chose. Donc, mais quand on entre dans une cartographie géoethnique, on peut définir comme cela. Tout comme il y a au-delà du grand groupe Fang Betty Boulou, on a le Grand Nord. Le Grand Nord, en réalité, n'est qu'une construction récente. Au fond, on a le Grand groupe Peul. On a le Grand groupe Peul, Islamo-Peul, au Grand Nord, mais on a également les chrétiens. Tout comme on a le Grand Ouest. Ce Grand Ouest qui intègre l'Ouest Cameroun,
mais également principalement les populations du Nord-Ouest. Et vous avez également le grand peuple Sawa qui intègre principalement les populations du littoral et celles du Sud-Ouest. Donc, il y a ces équations, ces équilibres géoethniques qui existent depuis l'accession du Cameroun à l'indépendance. Le problème, c'est quoi? Pourquoi l'équation tribale est une équation clé pour ceux qui nous gouvernent? C'est une équation clé simplement parce que ces gens qui vous gouvernent ou qui nous gouvernent ont en permanence le sentiment que l'État est un instrument de captation, est un instrument d'appropriation, est un instrument d'enrichissement personnel. Donc, c'est sous ce prisme-là qu'ils considèrent l'État. L'État défini comme des institutions n'est pas un moyen qui participe au développement humain, qui participe au progrès, qui participe à l'équilibre de la société. Et dans ce chemin mental, ces gens estiment que pour capter l'État, il faut avoir une base. Mais parce que le raisonnement dans lequel ils s'inscrivent pour conserver le pouvoir n'est pas un raisonnement qui peut rassembler. Le seul socle sur lequel ils peuvent s'appuyer, c'est l'ethnie. Et pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, il faut rentrer déjà au sortir des indépendances. Lorsqu'on accède à l'indépendance, c'est d'abord le moins bon de la classe politique camerounaise qui prend le pouvoir. Amadou Ahidjo. Vous avez très bien appris que c'est pas lui qui devait être à la limite médiocre. Les nationalistes n'ont pas pris le pouvoir. Et Ahidjo survit avec l'appui de la France. Vous verrez que entre 1900, après avoir stigmatisé les Bassa, sous prétexte que les Bassa, la lutte nationaliste était conduite par les Bassa, ce qui n'est pas vrai, c'était une lutte nationaliste conduite par tous les Camerounais. Ils ont stigmatisé le peuple bamileke dans le cadre de la lutte de la guerre civile qui a suivi de 1960 à 1970 à l'ouest du Cameroun. Dans les mêmes techniques discursives de marginalisation ou de construction de l'ennemi qu'on a appliquées au peuple bassa entre 1955 et 1960, ce sont les mêmes techniques qu'on a appliquées au peuple bamileke entre 1960 et 1970. Ça dit fait passer ceux qui se battaient pour l'indépendance comme étant des ennemis de l'État, mais également comme étant ceux qui se battaient principalement pour leur communauté. Ça, c'était un premier chemin. Mais à côté de ça, ce qu'il faut dire, c'est que Amadou Ahidjo s'était inscrit dans un processus de construction de l'unité nationale où il travaillait à rallier quand même autour de lui, quand même, il faut le dire, les communautés venant de plusieurs horizons. Ça, c'est quand même parce que il y a quand même ce mérite. Vous avez vu une vidéo qui a circulé où le patron de la police pendant longtemps a été Monsieur Pondy, qui est Bassa. Vous avez eu le patron des renseignements qui a été Fauchivé, qui est du Noun. Vous avez eu beaucoup de ministres des Finances qui étaient issus de l'Ouest Cameroun. On sait très bien que même, y compris l'appareil sécuritaire, je parle de l'appareil sécuritaire autour de lui, était tenu par des gens d'origine multiple. Mais ce qu'il faut également dire, c'est qu'il y avait quand même un socle tribal originaire des personnes, d'acteurs du Grand Nord qui étaient là et qui avaient des positions importantes. Donc, on ne peut pas donner un chèque en blanc, on ne peut pas dire qu'Amadou Ahidjo n'était pas tribaliste. Non, ce n'est pas vrai de dire qu'Amadou Ahidjo n'était pas tribaliste. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut dire, c'est que les jeunes générations ont le sentiment, vu les données, vu ce qu'elles observent, qu'il n'y avait pas de tribalisme comme aujourd'hui. Mais la seule différence, c'est que, sous Ahidjo, on parlait moins qu'on parle aujourd'hui.
Mais en plus en plus de cela, les contextes n'étaient pas les mêmes. Cela n'empêche quand même que vous observerez que beaucoup de gens à l'époque d'Ahidjo portaient les boubous. Parce que les gens avaient le sentiment qu'il y avait une certaine hégémonie du Grand Nord. Et il faut discuter avec les parents pour comprendre ça. Donc, même si on peut reconnaître Amadou Ahidjo en termes de position de pouvoir, en termes de gouvernance politique, d'avoir tenté de créer un maillage multiculturel, multiethnique au sommet de l'État, d'avoir amené des personnes d'autres horizons qui ont bâti également des passerelles vers d'autres horizons. Il faut dire que beaucoup de Camerounais et les Camerounais à cette époque également avaient le sentiment de vivre dans un pays principalement dominé par l'hégémonie islamo-peul. Et vous remarquerez que les travaux récents des chercheurs ont démontré ce conflit historique qu'il y a eu. On accuse, vous avez une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Nord. Je vous ai dit, le Grand Nord, c'est juste une construction politique afin de créer un semblant d'hégémonie entre l'extrême Nord et la Damawa, ce qui n'est pas dans la réalité socio-anthropologique la vérité, mais on sait très bien, de manière documentée aujourd'hui, et même d'un point de vue politique, qu'entre les populations de l'extrême Nord et celles du Nord, par exemple, il y a un conflit. Les populations de l'extrême Nord estimant avoir été longtemps marginalisées par Amadou Ahidjo, qui préférait les Peuls. Donc, mais Amadou Ahidjo, autour de lui, il y avait également les Haïtiens. Il y avait les Victor autres et autres. Mais il y avait il y avait des gens qui tenaient des positions très influentes au cœur de l'État, originaires d'autres régions. Ça également, il faut le dire. Amadou Ahidjo quitte le pouvoir en 1982. Il faut dire également qu'Ahidjo laisse un État qui est sur la bonne voie d'un point de vue économique. Ça, il faudrait qu'on le dise clairement. Le Cameroun que laisse Amadou Ahidjo est un Cameroun qui a sa compagnie aérienne, qui était une fierté. Et Ahidjo crée quand même sous un coup de tête où il n'accepte pas qu'Houphouët-Boigny ou la Côte d'Ivoire puisse revendiquer le contrôle de Air Afrique alors que le Cameroun est prédisposé, de par sa démographie, son histoire, son dynamisme, à être au-devant de la scène en Afrique francophone. C'est ce qu'on appelle le sens du leadership. Amadou Ahidjo crée la caméra. Nous avions des sociétés, des dizaines et des dizaines de sociétés. Nous avions presque atteint l'autosuffisance alimentaire. D'un point de vue diplomatique, il avait ouvert les ambassades du Cameroun presque partout. Le Cameroun était propriétaire, par exemple, en France, en Angleterre, aux États-Unis, de ces immeubles. Donc, on va dire tout ce qu'on peut dire d'Amadou Ahidjo, mais quand il part du Cameroun, il laisse à M. Biya un pays qui est sous la bonne voie. Un pays qui fait la fierté des Africains. Au point où le Cameroun prend des risques d'un point de vue diplomatique en soutenant l'Afrique du Sud, c'est-à-dire en étant contre l'apartheid, mais également en dénonçant la situation des Palestiniens. Or, ceux qui connaissent la diplomatie savent que lorsque vous voyez un chef d'État africain assumer des positions diplomatiques sur des sujets aussi forts en confrontation avec des Occidentaux ou des puissances occidentales qui soutenaient le régime raciste en Afrique du Sud, ça veut dire que ce chef d'État estime avoir des ressources, estime avoir la dignité. Et seulement donc, sur la base des positions diplomatiques d'Ahidjo, on peut déjà reconnaître que le Cameroun était un État fort. Le Cameroun était allé jusqu'à rompre ses relations avec l'État d'Israël. C'est pour vous dire
Jusqu'où Ahidjo avait amené le Cameroun. Ahidjo va donc confier le pouvoir à M. Biya. M. Biya, qui est un pur produit, on va dire, du système france-africain, mais du système colonial. Mais pour que vous compreniez pourquoi Biya peut avoir des réflexes tribaux. Parce que les individus ne sont pas des accidents. Les individus sont des produits. Vous verrez toujours que les violeurs en série sont ceux qui ont subi parfois des violences sexuelles dans leur propre famille. Vous verrez, par exemple, que les individus qui sont parfois brutaux avec leurs femmes à la maison sont ceux qui ont assisté dans leur enfance, pendant leur jeunesse, à des violences conjugales et tentent parfois de reproduire cela quand ils sont chez eux. Donc, un enfant qui, quand vous laissez votre enfant tous les jours après l'école, au lieu d'apprendre ses leçons, il doit aller jouer aux cartes, il doit aller faire autre chose qu'être posé à la maison. Et ne soyez pas déçus que demain, cet enfant devienne un enfant de la rue où joue beaucoup les cartes. Ça veut dire que nous sommes que des produits de l'environnement dans lequel nous évoluons. Et M. Biya, c'est quelqu'un qui a grandi principalement dans une sphère entre guillemets villageoise. Il n'a pas connu l'ouverture principalement. Il est né dans le sud Cameroun. Il a continué ses écoles secondaires dans le sud Cameroun avant de rallier le lycée Leclerc où il était dans le sud Cameroun. Donc, dans le grand sud, autant pour moi, ce qui est devenu après, parce qu'on produit le sud, parce que toutes ces régions que vous voyez apparaissent principalement dans le découpage post-indépendance. Donc, et vous voyez que ce n'est pas un individu qui est né avec cette ouverture d'esprit. Ce n'est pas un individu qui est allé à la rencontre des cultures et des civilisations. Ce n'est pas un individu qui a appris à découvrir les autres cultures et les autres sociétés. Quand il va en France, il est un étudiant discret, voire invisible. Les militants camerounais, à l'époque, ne le voient nulle part. Il est toujours avec ce qu'on peut appeler ses frères du village. C'est comme ça qu'il rentre au Cameroun. Donc, si vous voyez, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est quelqu'un qui a un mindset principalement retourné vers son ennemi qui prend le pouvoir en 82. Mais la seule différence, c'est que sa personnalité le prédispose peut-être aux yeux d'Ahidjo. Parce que Ahidjo, qui également aimait le pouvoir, estime qu'il peut gérer le Cameroun derrière Paul Biya. Or, on ne gouverne pas derrière quelqu'un. On ne gouverne pas derrière quelqu'un. Et très vite, quand Biya prend le pouvoir, des gens autour de M. Biya lui font savoir que ce n'est plus le moment du Grand Nord, c'est le moment de ses frères, entre guillemets. Parce qu'il faut comprendre que vous avez des gens qui ont toujours pensé que l'État est une propriété tribale. Donc, on commence à le dire dès 82, fin 82 à M. Biya. Et en 1983 déjà, vous avez entendu parler de ce fameux coup d'État. Certains disent que c'était une invention de Paul Biya, où Amadou Ahidjo est condamné par contumace en 83. Je ne parle pas du coup d'État du 6 avril 84. Je parle de 1983. Et à partir de ce moment, il y a toute une garde, principalement tribale, qui commence à se constituer autour de Paul Biya. Le coup d'État de 1984, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose parce que
Certains vont dire à Paul Biya, la garde républicaine était une garde principalement constituée des nordistes, donc la garde républicaine, c'est ce qu'est aujourd'hui la garde présidentielle. On l'appelait Soaïdjo, la garde républicaine. Était une garde principalement constituée des nordistes. Ces gens ont voulu te faire tomber. Et si tu es resté au pouvoir, c'est parce que nous, tes frères du centre et du sud, nous t'avons protégé. C'est ce qu'une catégorie de personnes vont dire à Paul Biya. Et vous verrez que le discours d'Ahidjo à Dakar, à Dakar en France, interviewé par RFI, n'arrange pas les choses. Lorsque Ahidjo déclare, lorsqu'on l'interviewe sur le coup d'État qui est en cours au Cameroun, et il dit, si ce sont mes partisans, je résume, ils vaincront. Donc, il participe en réalité à créer dans ce contexte spécifique de 84, une confrontation ethnique entre le Grand Nord qui avait le pouvoir et le Grand Sud. Parce que l'intervention d'Ahidjo sur les zones de RFI à ce moment est considérée comme étant l'intervention du leader du Grand Nord qui a monté ses partisans au sein de la garde républicaine pour renverser un nouveau pouvoir Betty Boulou. C'est l'interprétation politique. Et effectivement, c'était une garde républicaine majoritairement constituée des ressortissants du Grand Nord. Donc, vous voyez très bien que le moment du coup d'État de 84 à 85, 86, 87 est un moment clé pour comprendre la transformation qui va s'opérer par la suite. Parce que après ce coup d'État, il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est qu'il faut radicalement nettoyer la garde présidentielle, ce qui deviendra la garde présidentielle par la suite. Et elle est confiée, la tête de cette garde présidentielle, elle est confiée, si je ne me trompe pas, bien à Titus et Bogo. Si j'ai bonne mémoire, une seconde, s'il vous plaît. Et oui. Oui, voilà, effectivement. La garde présidentielle est rebaptisée, la garde républicaine est rebaptisée garde présidentielle, et elle est confiée à Titus et Bogo. C'est-à-dire, là maintenant, elle est confiée à quelqu'un qu'on peut dire qu'il appartient au grand groupe Fambeti Boulou. Nous sommes déjà en 1985. Et vous verrez également qu'après ce coup d'État, il y a eu des purges. Il y a eu à la fois des purges dans l'armée, mais il y a eu également des purges dans l'administration. Si vous discutez avec des aînés, ils vont vous dire que il y a des gens qui ont disparu. Il y a des gens qui ont disparu. Il y a des familles qui n'ont plus vu leurs ressortissants. Parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir fait partie de la tentative de coup d'État. Donc, vous savez que des hommes comme Bello Bouba ont été arrêtés. Issa Tirouma a fait de la prison. Vous vous souvenez très bien de Marafa Amidoya qui raconte qu'il a la vie sauve à cause de sa femme. Donc, il y a cette purge après le coup d'État. Et cette purge, dans l'analyse profonde du système politique, c'est la purge de la nouvelle élite Betty Boulou contre l'élite du Grand Nord qui a occupé les affaires pendant 30 ans. C'est cette bataille
bataille qu'il y a entre 84 et 86. On peut bien voir donc qu'au terme de cet espace temporel émerge une nouvelle considération du pouvoir au sein de l'État. C'est-à-dire que ce sont des événements historiques malheureux qui vont s'agencer et vont aboutir à une situation malheureuse. Et celle qui est la conséquence de ce que nous avons aujourd'hui. Et à partir de ce moment, vous aurez donc véritablement des gens autour du président Biya qui vont théoriser le pouvoir de Tibou, qui vont radicalement lui faire penser qu'il ne doit sa survie qu'à son clan. Et on peut aujourd'hui, en réalité, nous pouvons, parce que nous n'avons pas été dans la situation du président Biya, estimer qu'il a été faible d'interpréter les choses comme ça. Mais avec un peu de distance et un peu de recul, on peut comprendre. On peut comprendre. On peut comprendre. Et donc, ce pouvoir donc va décider de faire main basse ce nouveau pouvoir qui émerge après le coup d'État de 84, 85, 84, va décider de faire main basse sur les différents pôles stratégiques de l'appareil d'État. La défense, la sécurité, l'administration, les grandes écoles et autres. Parce que c'est par ces leviers qu'on peut contrôler l'État et que nous allons survivre. Je dis bien, c'est un groupuscule d'individus. Et vous comprendriez pourquoi je parle de groupuscule d'individus par la suite. Émerge quelques années après, moins de 5 ans, le fameux discours de la Baule, de Mitterrand, où il décide de lier l'aide économique, l'aide au développement, au processus de démocratisation. Donc, Biya doit de nouveau faire face au vent de contestation des années 90. Ces théoriciens du mal, du désordre, vont inventer le concept anglo-bami. Alors que, au sein des forces du changement des années 90, comme ce fut le cas pendant les luttes nationalistes, il y avait des ressortissants camerounais issus de toutes les régions du Cameroun, portés par le même désir, la même ambition de démocratisation et de développement économique. Ils ont décidé d'étiqueter. On appelle ça en anglais labeling. C'est-à-dire on vous colle une étiquette. On leur colle cette étiquette pour les inscrire dans le registre d'une tentative de conquête du pouvoir par les Bamileke et les anglophones. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé cela le clan anglo-bami. Or, ce que traversait le Cameroun à ce moment était un vent de démocratisation vécu par beaucoup de pays également en Afrique. C'était dans l'air du temps. C'est un peu comme on a assisté aux émeutes de la faim, qui justement ont secoué à la fois le monde arabe, mais également beaucoup de capitales africaines ou beaucoup de pays africains. Donc, ils décident donc à ce moment de stigmatiser les forces de l'opposition. Mais quel est l'avantage pour eux? Quelle est l'ambition? Parce que ce qui est intéressant, c'est que les pouvoirs, en réalité,
sont en permanence dans des stratégies d'étiquetage afin de réduire l'impact que peut avoir des groupes dans l'opinion publique. On vous colle des étiquettes pour vous faire passer comme des perturbateurs, comme des gens gênants, comme des gens méchants, comme des ambitieux et autres, juste pour décrédibiliser le projet que vous avez derrière. Mais l'avantage, c'est qu'en étiquetant les forces du changement comme étant un complot anglo-bami, on permet de faire passer dans l'opinion publique, ou du moins au sein du groupe Fambeti Boulou, le fait que le pouvoir qu'ils ont réussi à maintenir, à consolider après la tentative de coup d'État de 84 est en train de passer entre les mains des Bamileke en 90. L'effet boomerang de cette production langagière dans l'opinion publique, c'est qu'à la fois, elle cristallise au sein des communautés des petits boulots qui parfois ne sont ni de près ni de loin associés au pouvoir, mais le discours a un impact sur les gens. Elle leur fait croire qu'il y a un projet hégémonique des Anglo-Bami sur le Cameroun. Pourtant, ceux qui, parfois, contrôlent ces institutions, ceux qui contrôlent les institutions, ceux qui s'enrichissent, ceux qui accumulent et ceux qui gèrent seuls, mais en produisant ce semblant de discours autour des Anglo-Bami, ils sont donc contribuent encore à solidifier ce socle tribal. Et bien réussi à se maintenir au pouvoir après 90. Vous voyez que en l'espace de 7 ans, entre 84 et 92, il aura échappé à 2 crises qui, pour lui, auraient pu être fatales. Et que ce soit en 84 ou que ce soit en 90, on lui a dit que c'est parce que tu as été protégé par ton aide. Je vous raconte un peu comme ça pour que vous compreniez très bien comment à la fois les discours, mais également comment peut se construire les chemins mentaux des acteurs. Donc, en 8 ans, donc, Biya se retrouve à un moment où il est certain et il est convaincu que pour survivre politiquement, à la fois à ce Grand Nord, qui n'a jamais oublié qu'ils ont géré le pouvoir pendant longtemps, mais également qu'ils ont été battus aussi le 6 avril, mais également à ces fameux envahisseurs anglo-bami qui, avec le pouvoir économique, voulaient prendre le pouvoir politique. J'ai eu recours à mon ennemi et mon ennemi ne m'a pas trahi. Et c'est comme ça que se consolide un ensemble d'acquis, un ensemble de convictions qui renforcent et vont amplifier son entreprise de tribalisation de l'État. Vous verrez que dès 1996, ils vont introduire dans la Constitution ce principe qui est aujourd'hui au cœur de toutes les controverses, mais qui est une bombe à retardement pour la paix sociale au Cameroun, l'autochtonie. L'autochtonie. Il n'y a pas de hasard. Là maintenant, on déplace la bataille du champ de la politique, le champ du terrain politique, pour l'introduire dans le champ de la légalité. Et le problème de la légalité, ou en fait la force de la légalité, c'est qu'elle peut permettre de codifier des normes qui peuvent être illégitimes ou immorales, mais elle leur donne une profondeur et elle leur donne une puissance dans l'espace.
Et donc, à travers cette codification de l'autochtonie, il permet de consolider le pouvoir de l'ethnie. C'est-à-dire que l'ethnie ne relève plus seulement du champ des relations interhumaines, mais elle est érigée dès 1996 comme outil de régulation, de construction des équilibres et des relations sociales à travers l'autochtonie. Nous sommes donc clairement dans ce prolongement de l'entreprise de tribalisation et même d'institution de la pensée tribale au Cameroun. Et le pouvoir, il va vivre de cela. Il va exister à travers cela. Vous verrez que depuis que M. Biya a réussi à fragiliser, à donner le dernier coup de massue au SDF en 1997, il a réalisé deux choses. La première chose, c'est qu'il a affaibli tous les mouvements ou tous les acteurs de l'opposition ou prétendant s'opposer à lui qui ont pu émerger. Mais en plus de cela, il a réussi à faire croire à certains, et notamment à un groupe ethnique, que le pouvoir les appartenait. C'est-à-dire que, je dis bien à faire croire, j'utilise très bien, à faire croire. Or, au même moment, il y a la crise qui s'opère. Mais cette crise n'empêche pas que ce groupuscule extrémiste au cœur de l'appareil de l'État consolide les nominations. Les choses n'ont pas beaucoup changé, mais vous verrez que dans ce projet d'institutionnalisation tribale, il y a des secteurs clés, comme l'armée, comme la police et comme la gendarmerie, qui ont longtemps ou qui sont contrôlés principalement par un groupe ethnique, ou le groupe ethnique dont est principalement issu le chef de l'État. Pourquoi? Parce que les événements de 84, c'est très important, c'est-à-dire que les faits peuvent être rudes à la première analyse, mais elles ont une explication. Les événements de 84 ont amené une catégorie d'acteurs proches de M. Biya de penser que la meilleure manière pour eux d'éviter une nouvelle tentative de coup d'État, c'était de contrôler les secteurs de la sécurité. C'est pour ça que vous avez vu pendant des années et des années des recrutements villageois. C'est-à-dire qu'on en a eu à la police, à la gendarmerie et dans l'armée, des gens qui n'avaient pas de diplôme, des gens qui n'avaient pas de culture, qui n'avaient jamais eu un baccalauréat ou un CPE, qui étaient dans des villages, dans le sud principalement, être ramassés du jour au lendemain, jetés dans la police. Et ces gens sont aujourd'hui dans la police. Et c'est ça qui est amusant. Ce qui est amusant, c'est que ces jeunes gens qu'on avait pris à l'époque, ils avaient 20 ans, ou certains avaient 16 ans, ils ont aujourd'hui 35 ans pour certains, 37 ans, 40 ans. Donc, ils sont opérationnels dans la mécanique de la gestion de l'ordre. Ils sont aujourd'hui opérationnels. Donc, quand ces gens entrent sur le terrain et que vous avez des manifestants du MRC qui revendiquent librement, qui ne cassent pas, qui ne font rien, qui posent des problèmes, qui touchent tous les Camerounais, ces gens sont brutaux, ils sont violents, ils sont agressifs. Ils vous disent, ce sont les Bamileke, vous n'avez rien et tout le reste là. C'est deux choses, c'est que non seulement le pouvoir a réactualisé le discours de 90,
Mais en plus d'avoir réactualisé le discours de 90, il a eu le temps, depuis cette époque, de pouvoir mettre la main d'un point de vue ethnique sur les outils qui permettent d'entretenir la répression. Donc ces policiers que vous voyez dans la rue aujourd'hui, ces policiers qui sont sauvages, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, ils ont la maturité. Le processus a atteint la maturation et c'est maintenant qu'ils pourront être très utiles au pouvoir. Et là, c'est un chemin auquel on a assisté très vite à partir de 95-96 et jusqu'à une période récente. Donc, ça, c'est au niveau de l'appareil sécuritaire. Vous avez l'administration. On ne peut pas, c'est-à-dire que ce qui est certain pour tout Camerounais sérieux, c'est qu'on a également assisté à une mainmise du clan sur l'administration. Pourquoi l'administration? Parce qu'au fond, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez. Mais il y a un petit directeur dans un bureau qui décide de ne pas examiner votre dossier. C'est-à-dire qui a l'administration, a le pouvoir. Ce sont eux qui peuvent prendre des décrets. Ce sont eux qui peuvent signer des décrets. Ce sont eux qui peuvent implémenter des mesures. Donc, une mesure peut même être signée par le chef de l'État, mais elle ne s'implémente pas. Elle ne s'implémente pas. Ce sont eux qui reçoivent les dossiers d'appel d'offres, qui reçoivent les dossiers de candidature et autres. Donc, quand vous avez la main mise sur l'administration, vous avez la main mise sur l'État. Sur l'État. On a donc observé ce processus de mainmise sur l'État. On peut aller dans plusieurs autres domaines. Parce que depuis après 1992, il fallait que le pouvoir de M. Biya survive le plus longtemps possible, dont le choix de l'ennemi est un choix tactique. C'est-à-dire que c'est pas fond. Tous les petits boulous ne mangent pas. Ils sont même plus nombreux à souffrir. Ils sont plus nombreux à souffrir. Mais la puissance du discours fait en sorte qu'une majorité ou certains pensent que le pouvoir nous appartient. Non, ce n'est pas vrai. Ils sont simplement des outils entre les mains de certains acteurs qui mangent et qui les utilisent pour consolider leur pouvoir. Et M. Biya n'a fait que ça. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces recrutements sauvages-là, au fond, où on a pris des gens dans des familles par hasard comme ça, a largement contribué à renforcer le socle villageois, le socle social. Parce que, et là, il faut se mettre dans la tête des familles. Vous avez par exemple une maman au village, à Zoétélé, qui n'a pas eu la chance d'avoir des enfants qui ont fait des NAM, les NIA et autres. Et du jour au lendemain, il y a un tonton qui est général, qui passe dans le coin, il dit, il compte 200 maisons. Il dit que prenez chaque enfant là-bas qui a 18 ans, envoyez seulement. On envoie les 200 enfants. Les 200 enfants intègrent l'armée. Je vous parle de la paix il y a 15 ans maintenant. Il y a 15 ans. Ils intègrent l'armée et quelques années après, ces enfants commencent à apporter du riz, du poulet, les petits habits de Yaoundé, de Douala.
il achète un téléphone de 10 000 à crédit, il va donner. Donc, c'est-à-dire que la maman là souffre. Elle souffre beaucoup. Parfois même, elle n'arrive pas à récolter. Les terrains ne sont plus bien arables et autres. Mais elle se souvient que c'est parce que papa Bila est là-bas que mon enfant là m'a acheté le téléphone de 10 000 là. C'est-à-dire que c'est un niveau de corruption très poussé, mais qui a un impact suffisamment puissant dans le mindset. Vous pouvez rester en ville, vous pouvez rester en diaspora, vous ne comprenez pas ce qui arrive à ces gens. Mais il faut analyser le processus mental de corruption pour voir pourquoi cette maman peut danser malgré le fait qu'elle souffre. On peut reprocher beaucoup de choses à cette maman. Mais il faut avoir de la mesure. Il faut savoir, c'est pour ça que quand vous avez compris ce chemin, c'est important la manière dont vous parlez à ces gens, la manière dont vous leur racontez leur misère et la manière dont vous déconstruisez en fait toute cette corruption orchestrée par le régime. Parce que ces gens ne sont pas contents. Ils ne sont pas satisfaits, mais ils retiennent toujours une chose. Si je peux avoir mon téléphone, mon riz et tout le reste là, c'est parce que mon fils est à la police, mon fils est dans l'armée, mon fils a été... Les 25 000, regardez les 25 000. Les 25 000 sont devenus après un commerce politique pour certains ministres qui ont utilisé ce recrutement, un recrutement qui était destiné à prendre des gens compétents pour leur permettre d'intégrer l'administration, mais ils ont pris leurs copains, leurs amis, leurs frères du village. Ça participe à construire ces réseaux villageois. Qu'on le veuille ou non. Et cette solidarité villageoise contribue à solidifier un certain socle tribal autour de M. Biya. Il le sait et ils le savent. Il le sait et ils le savent. Ils poussent le bouchon loin. Parce que aujourd'hui, la configuration est telle que nous devons avoir l'honnêteté de dire donc, au terme de ces 40 ans, Biya, même s'il n'avait pas voulu, même si on peut penser, tout dépend du prisme analytique dans lequel on peut se situer, même si on peut penser qu'en lui-même, il n'était pas tribaliste et qu'il ne voulait pas du tribalisme et qu'il a été contraint au vu des événements pour rester au pouvoir, la réalité historique et factuelle, c'est que le pouvoir est devenu tribal et est tribal et repose sur un socle tribal. Ça, ce sont les faits. Donc, on ne peut pas, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, le pouvoir est blanc. Il faut le dire. Il faut le dire. Et en le disant, on peut renégocier des espaces, des discussions ou une manière de vivre mieux ensemble et de mieux repartir les richesses et ou en fait d'organiser une gestion du pouvoir géoethnique. La crise anglophone est là pour nous rappeler l'importance de la problématique identitaire dans les problèmes auxquels le Cameroun est confronté aujourd'hui. Vous allez voir, prenez les ambassades. Prenez l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. Prenez l'ambassade du Cameroun en France. Prenez l'ambassade du Cameroun en Belgique. Prenez l'ambassade du Cameroun en Israël. Vous verrez que toutes ces ambassades sont tenues par des personnes issues d'une même aire géographique. Prenez les 10 derniers ministres des Finances. Vous verrez. Allons aujourd'hui à la présidence de la République. Et ça, c'est intéressant. Parce que ce qui est intéressant dans l'équation, c'est qu'on n'avait pas prévu l'émergence de ce qui est appelé aujourd'hui un clan Nanga. Un clan Nanga.
Le clan Nanga, en réalité, fait irruption en tant que sous-clan du grand clan hégémonique. Le clan Nanga, c'est le clan qui est derrière la première dame. Parce que dans la grosse bataille qui va se jouer et qui se joue, il y a ce qu'on qualifie de clan Nanga également. Donc, ils sont parvenus à créer une fissuration interne, toujours dans la bataille du pouvoir. Parce que, et je ne fais que dire depuis qu'il faut séparer la manière dont les masses perçoivent et ce que l'élite perçoit. L'élite instrumentalise les masses pour la conservation du pouvoir. Ce qui n'est pas toujours la réalité. Les masses ne sont pas associées, les masses ne sont que des outils. Et le clan Nanga a renforcé cette dualité. Vous verrez, quand vous prenez l'organigramme de la présidence de la République, du cabinet civil, des deux premiers postes du cabinet civil, jusqu'au secrétariat général, les 5 personnes les plus puissantes sont issues de ce groupe. On peut tout dire, on peut dire ce qu'on veut, mais les données statistiques et les chiffres ne mentent pas. Les données statistiques et les chiffres ne mentent pas. Ça veut dire que Biya l'a fait. Biya a institué ce pouvoir tribal pour se maintenir au pouvoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il a développé ce pour qui il prétend gouverner. Et là, c'est tout le problème et c'est tout l'enjeu. Parce que l'erreur, justement, que les masses font, c'est de penser que ceux qui ont le pouvoir ou ceux qui sont aux affaires travaillent toujours par ricochet pour elles. Non, ça ne va pas de soi. Il faut des leaders éclairés, des leaders visionnaires pour travailler pour les communautés. Mais lorsque vous avez des leaders corrompus, des leaders égoïstes, ils travaillent pour eux et pour s'enrichir. Et vous n'êtes que engagé dans un processus d'accompagnement et d'instrumentalisation. Au terme donc de toute cette entreprise de tribalisation de l'État, ce qui s'est produit, c'est que les communautés du centre, du sud et de l'est ont simplement été manipulées pour consolider le pouvoir d'un clan de Fangbeti, un clan. Donc, les populations du sud, de l'est et du centre sont donc également les victimes de cette prédation de l'État au nom de la tribu. Cependant, là où ceux qui dirigeaient ont été intelligents, c'est qu'ils ont réussi à construire des stratégies de corruption mentale. Dès lors, et pour sortir donc, l'équation Franck, c'est en réalité l'équation de ce clan tribal. Parce que Franck est un digne héritier de cette logique, au fond. C'est-à-dire que, bien qu'on puisse prétendre qu'il ne connaît pas l'État, mais l'État, les institutions sont difficiles. C'est une machine d'État. Quand on entre dans l'État, bousculer un État est difficile. Parfois, il faut simplement s'accommoder. Et l'une des réponses qu'on aurait pu avoir si Biya écrivait ses mémoires, c'est est-ce qu'il n'a pas été mangé par cette machine tribale qui s'est mise en place après 1984. C'est juste des pistes, des recherches que je donne. C'est des réflexions que je donne également. Je n'en sais rien. Je n'en sais vraiment rien. Mais c'est ça. Parce que pour que ceux qui vous lisent, ceux qui vous écoutent, ceux qui vous observent,
sentent que l'équation Franck Biya est difficile à passer. Mais votre problème, c'est de comprendre qu'eux, ils sont déterminés. Et ils sont déterminés à faire passer cela parce que de Franck Biya dépend leur suivi. La suivi de 40 ans. La suivi de 40 ans. C'est-à-dire que vous soyez Fambetiboul ou pas, vous êtes des victimes du système. Mais à la seule différence qu'il y a justement ce pouvoir tribal qui a créé des passerelles. Pas dans toutes les communautés, en réalité. Non. Principalement autour du groupe ethnique pour continuer à les saurer principalement, mais en ayant peut-être d'autres alliances. N'empêche que le socle reste tribal. Et pour maintenir ce socle, il faudrait que Franck passe. Donc, adresser le problème tribal aujourd'hui n'est pas un hasard, n'est pas un délicat. C'est de dire aux gens, vous avez embarqué le pays depuis 40 ans vers une issue incertaine. Parce qu'aujourd'hui, on peut débattre 2025, mais qu'en est-il de la crise anglophone? Parce qu'on a quand même près de 2000 des gens qui ont dit, l'État, vous nous avez abandonnés. Vous nous avez abandonnés. Donc, on a eu déjà une sécession sur la main. Le chemin qu'ils veulent prendre, quel avenir veulent-ils garantir à l'État? Mais le problème, c'est que je vous le dis, ces gens vont le faire. S'ils sentent qu'ils peuvent faire passer l'équation, ils vont faire passer l'équation. Ce qui est seulement inquiétant, c'est cette jeunesse camerounaise a-t-elle les ressources intellectuelles, mentales et politiques pour comprendre les enjeux, pour se désolidariser de cette équation et pour dire non. Et pour dire non. Le vrai problème aujourd'hui sera la jeunesse camerounaise. Parce que c'est une équation qui se prépare depuis des années. On peut parfois évoquer des divergences au sein de l'appareil, au sein du système, qui peuvent parfois laisser croire que ces gens ne sont pas solidaires. Mais c'est faux. Mais c'est très faux. Le chemin reste le même. Le projet reste le même. Et même s'il faille perpétrer des crimes tels qu'en 2008, ces gens le feront. Donc l'équation Franck Biya, c'est d'abord l'équation pour consolider un pouvoir tribal qui s'est constitué depuis 40 ans. D'abord cela. Le reste maintenant, ce ne viendra que se greffer. Chers amis, je suis arrivé au thème de notre discussion de ce soir. Je vous donne rendez-vous peut-être vendredi pour un plateau avec d'autres personnes où on discutera sur le bilan de Biya et les perspectives pour 2023, tout en analysant les discours d'autres acteurs, donc Biscanto, Cabral, Libi et autres. Mais peut-être pour vendredi, je ne vous garantis rien. Sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée et à plus tard. Bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.